Je donne la parole maintenant pour la seconde partie du séminaire à Claire Crignon, qui va présenter l'exposé de Gilles Pialou. Oui, alors merci beaucoup. Merci beaucoup à Gilles d'avoir accepté ce dialogue aujourd'hui avec Pierre Pellegrin. Et donc rapidement pour le présenter, donc Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. Et il est aussi, donc si je ne me trompe pas, vice-président de la Société française de lutte contre le sida. Et il a fait paraître un ouvrage récemment qui s'intitule Nous n'étions pas prêts, carnet de bord partant de coronavirus. Voilà, et Gilles, vous allez nous dire le titre. Je Vas-y. pourrais prendre une photo de Pierre Pellegrin sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse nous dire. Non, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai mis une petite diapositive de présentation. Je vais partager mon écran. Je suis toujours prêt. Je vais vous aider à le partager. Je sais plus. Est-ce que vous arrivez à le partager ou pas? Non, il faut que l'animateur a voilà, maintenant c'est bon. Ouais. Partage quoi? Gilles Pialou va faire un... Vous allez avoir des diapos parce qu'évidemment, voilà. Les docteurs ne peuvent pas parler sans diapos, surtout devant des philosophes. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Oui. Alors, par contre, je ne vous vois quasiment pas. Enfin, si, je vous vois. Si, je vous vois. Je vous vois, mais je ne vois pas le chat. Donc, si vous ne pouvez pas me mettre un truc sur le chat, genre ça, c'est pas vrai, ou il faut me le dire. Donc, le titre, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, le titre est peut-être un peu prétentieux. Enfin, bon, voilà, on m'a demandé un titre et tout ça. Je sais trouver des titres. Après, il faut que j'arrive à coller au titre, ce que je vais essayer de faire. Donc, évidemment, donc j'ai déclaré mes liens d'intérêt, qui ne sont pas des conflits, mais le mot, la sémantique est importante. Donc, j'ai des liens d'intérêt avec les industries du médicament, du VIH, des hépatites essentiellement, du préservatif, aucun avec les industriels du vaccin contre la Covid. Et puisque dans l'invitation et dans la présentation de Claire, il était fait de ce que je fais, là, j'ai participé à des groupes, donc un groupe de réflexion sur les tests Covid avec un laboratoire qui s'appelle AZ, bénévole, et aussi je suis membre de deux think tanks. Il y en a un qui s'appelle Pandemia et l'autre qui est plus connu, pour lequel on a fait pas mal de tribunes, qui est le groupe santé du think tank Terra Nova. Ah oui. Et où j'étais ce matin avec surtout des économistes et aussi des spécialistes de santé publique et de sciences politiques. Donc effectivement, j'ai commis un livre qui est un peu plus cher que celui de Pierre-Marie Chauvin, hein, le double même. Et alors j'ai mis ce petit chiffre là, c'est juste pour une anecdote, c'est que la dernière fois que je crois que j'ai dû faire un topo intégrant des données de philosophie, c'était au bac. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et j'étais un peu à la ramasse, je devais passer l'oral et tout ça, et j'adorais la philo. Et j'ai eu 15. Et la prof de philo était assez surprise. Elle me dit, vous avez déjà eu 11 à l'écrit? Je lui dis, oui, mais moi j'aime bien la philo. Et je suis tombé, mais c'est un bol incroyable, sur Bachelard. Et Bachelard, c'était mon chouchou à l'époque. Donc voilà, vous m'avez remis dans mes racines d'enfance, si je puis dire. Alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé comme tout le monde, quand on a un sujet, on tape la crise du Covid et ses querelles sectaires. Donc, j'ai tapé ça sur Google, j'ai cherché sur PubMed en anglais et en français, et je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Alors, vous allez me dire, mais bon, voilà, vous connaissez plein de choses, mais peut-être que je ne suis pas dans les bons circuits. J'ai trouvé quand même qu'il y avait assez peu de littérature, en tout cas disponible pour ma communauté. Alors, je suis parti effectivement de quelques lectures qui m'ont été fournies, notamment de Galien, et j'ai vu, alors je ne vais pas répondre évidemment au professeur Pellegrin, mais j'ai vu quand même qu'il y avait vraiment quelque chose qui était un conflit entre les empiriques et les rationalistes dans cette crise du Covid, et qu'il y avait le conflit entre les rationnels et le rationnel, et effectivement une dérive sectaire au sens en tout cas contemporain tout à fait réel. Je ne peux pas tout couvrir parce que je pense que ça va très loin, mais j'ai essayé de trouver quelques exemples sur ces dérives sectaires. Alors, quand on cherche et qu'on tape dérives sectaires, on tombe directement sur le site du ministère de l'Intérieur, qui, comme vous le savez, a intégré ce qui reste de la Miviludes. Pour ceux qui ne savent pas, la Miviludes, qui est en train d'être reconstruit d'ailleurs, si j'ai bien compris, là j'ai vu un tweet aujourd'hui,
donc qui est une institution publique qui lutte contre justement les dérives sectaires. Et il y a eu plusieurs annonces sur ce site public sur les dérives sectaires. Alors évidemment, on est très loin de la médecine de Galien, très loin de ce qui a été exposé tout à l'heure, et on est surtout dans quelque chose qui est justement propre aux thérapies parallèles qui ont été évoquées tout à l'heure, la défiance, la puissance des groupes anti-vax qui se sont exprimés dans cette crise de la Covid et qui continuent à s'exprimer. Et aussi, là, ça rejoint ce qu'a dit Pierre Pellegrin tout à l'heure, tout un marché sur le net de thérapies alternatives, naturelles et d'escroqueries sectaires ou tout à fait d'escroqueries commerciales autour de traitements, de pseudo-traitements de la Covid. Et ceci affecte à la fois le continent africain, l'Asie et le continent européen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, et vous voyez que la Miviludes a recensé 140 000 personnes qui ont déposé des signalements sur des dérives sectaires autour de la Covid. Donc, ce n'est pas un phénomène qui n'existe pas, en tout cas en pratique. Alors, j'ai cherché aussi s'il y avait eu des choses décrites intéressantes. J'ai lu quelques papiers. Là, alors, évidemment, parfois, vous devez connaître très bien les gens qui écrivent, donc tant mieux. Moi, j'ai surtout découvert des auteurs. Et là, c'est une chronique des Échos qui dit clairement que ça a été cette crise très laborieuse sur le processus contradictoire scientifique, avec effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure dans la discussion, les citoyens qui n'ont pas été intégrés au débat. C'est une particularité de la Covid. Il n'y a pas eu ce qu'on a eu dans l'histoire du sida de démocratie sanitaire, c'est-à-dire de participation citoyenne. Ça a été beaucoup annoncé par le président de la République, mais finalement, vous n'avez nulle part de représentation citoyenne et de débat citoyen. Donc ça a été quelque chose de très particulier, et on a vu s'affronter finalement des pans de la science, et puis la science contre le politique, comme on l'a déjà dit. Et ces deux auteurs-là, que je ne connais pas, disent que la crise du Covid aura été un grand échec de pédagogie épistémologique, qui est un constat un peu sévère, mais qui est probablement en partie très juste. Alors, j'ai trouvé un autre édito dans une revue, donc plus de santé publique, avec là aussi peut-être des gens que vous connaissez, sur l'épistémologie troublée. Mais là, on mélange, et c'est toujours, bon, Claire, elle connaît ça par cœur, mais on mélange toujours un peu la philosophie avec l'éthique avec le cadre méthodologique. Enfin, c'est pas que de la philosophie des sciences, c'est un peu au sens large. Mais vous voyez que ça mélange éthique et épistémologique. Bon, l'édito est plutôt assez bien fait. Et notamment, il y a une expression que j'ai reprise dans cet édito qui dit qu'il n'y a pas d'épistémologie de crise. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est avec 300 morts par jour, 29 000 cas, qu'il y a une urgence, une crise sanitaire majeure, comme on la voit, une espèce d'élément compacté des 30 ans du sida. Moi, je prends souvent cet exemple-là, même si c'est très divergent sur certains points, en 15 mois. Il n'y a pas de raison de s'affranchir des règles qui sont des règles indiscutables de la confrontation scientifique, des règles de publication, de méthodologie, et évidemment, je vais m'y arrêter. Évidemment, je suis allé là où il y a de l'information sur l'épistémologie et la Covid, donc je vais citer Claire Crignon en sa présence, parce que j'ai trouvé qu'il y avait les mots-clés. Alors, j'ai lu son interview sur le site de Sorbonne Université. Je n'ai pas lu les interviews des collègues parce que je n'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai qu'il y a les mots-clés, je trouve, de mon intervention. Donc, le déni lié à la catastrophe sanitaire aussi, et à l'absence de débat probablement sociétal. La notion d'urgence qui gomme un peu les priorités et puis qui ne laisse pas un temps à la réflexion. Je le dirai tout à l'heure, hein. Le temps de la crise n'est pas le temps de la science, et ça a été compliqué pour la Covid. Et puis, quelque chose qui va être le lit, mais c'est classique avec d'autres secteurs, que ce soit Ebola, le sida, les vaccins, c'est que la dérive sectaire rentre, si je puis dire, dans les méandres et dans les sillons de l'incertitude. C'est-à-dire que plus il y a d'incertitudes, je ne sais pas comment vous diriez ça, mais moi c'est comme ça que je le dis, plus il y a d'incertitudes, plus il y a de conflits, et plus il y a de déviance sectaire. Et évidemment, l'incertitude, comme ça a été rappelé par le professeur Pellegrin tout à l'heure,
Elle est toujours là. Voilà, elle est toujours là. On ne sait toujours pas si les vaccins diminuent considérablement la transmissibilité. Chaque élément amène en lui-même une possibilité de dérive sectaire. Il y aura, par exemple, la dérive sectaire qui arrive là, c'est les querelles sur faut-il maintenir le masque dans l'espace public. Voilà, j'ai été questionné aujourd'hui par les médias là-dessus et vous avez vu que le politique s'est déjà saisi de cette question. Donc, eh ben, on ne sait pas. On ne sait pas s'il faut maintenir le masque dans l'espace public. Donc, il y a le principe de précaution qui voudrait qu'on le maintienne tant qu'on n'a pas compris ce qui nous arrive avec les variants. Mais ça, cette incertitude-là, c'est vraiment une spécificité de toute crise aiguë. Alors, on ne peut pas dire tellement, on peut comparer avec le sida, mais probablement comparer plus avec le SRAS de 2003 ou avec la maladie d'Ebola. Et puis, Claire nous a rappelé que la médecine n'est pas une science infaillible, et qu'effectivement, ça reste un art, et ça aurait pu être une conclusion. Alors, j'ai rajouté, parce que comme le diaporama va circuler, le livre de Pierre-Marie Chauvin, qui est effectivement dans ce topic. Alors, on va faire un peu d'humour, hein, parce qu'il faut tout ça, il faut un peu alléger la crise, parce que pour nous, ce n'est pas très drôle au quotidien, la crise de la Covid. On a du mal à... Et vous m'avez donné une aération, même en restant dans la Covid. Donc, effectivement, les rapports entre philosophes et médecins. J'ai fait le staff ce matin et évidemment, les étudiants en médecine étaient assez étonnés. Il y avait des virologues qui étaient là, parce que j'ai testé un peu là, une vision un peu médicale de ce topo. Et par exemple, ils n'avaient aucune idée de... Moi, j'ai découvert en lisant Galien que par exemple, les résipelles et l'herpès dataient de la période hippocratique, enfin, en tout cas, depuis plus de 2000 ans, ce que je n'avais jamais appris, hein, alors que j'ai quand même fait beaucoup de virologie. Et puis, ces liens entre médecine et philosophie qui ont été mobilisés par plusieurs auteurs, dont ces deux personnes. Alors, je vous retourne directement la question, parce que c'est justement la question qu'on a discutée dans le think tank avec Arnaud Fontanet ce matin, à Terra Nova, c'est qu'il y a eu un parti pris, hein, qui est expliqué d'ailleurs par les membres du Conseil scientifique, d'inclure finalement dans le Conseil scientifique que globalement des représentants des sciences dures et une dominance de médecins. Donc vous avez quand même essentiellement des acteurs de santé publique. Il y a effectivement un anthropologue, enfin deux représentants entre guillemets des sciences sociales, un sociologue, mais vous n'avez pas d'économistes, vous n'avez quasiment pas de représentants de la société civile, de la démocratie sanitaire, vous n'avez aucun philosophe des sciences. On pourrait imaginer que l'un d'entre vous fasse partie de ce conseil scientifique. Et la réponse à la fois de Delfrécy et d'Arnaud Fontanet là-dessus, en off, c'est de dire que c'était déjà assez compliqué entre nous si en plus on avait ouvert dans des disciplines comme ça, parce que moi sur le chat de Terra Nova, j'ai dit mais pourquoi vous ne nous avez pas mis des épistémologistes, quoi, enfin des spécialistes de l'épistémologie? Et on m'a répondu ça, on m'a dit alors là, on n'y serait jamais arrivé, quoi. On n'en serait jamais arrivé à clore des avis, quoi. Donc ils sont cantonnés dans une réflexion en gros médico-médicale, avec un petit peu de sens social. Mais vous voyez, par exemple, c'est aberrant qu'il n'y ait pas d'économistes. Et je pense que c'est aberrant aussi qu'il n'y ait pas des gens qui ont du recul comme les philosophes. Donc ça, c'était pour commencer par le concret. Alors, philosophe et médecin, donc j'ai pris ça dans Wikipédia, et évidemment, il y en a plein que je ne connais pas, et il en manque plein, c'est un exemple de Wikipédia. Et puis, comme je fais un peu de provocation, je vous en ai rajouté un, parce que, effectivement, paradoxalement, le seul qui a mobilisé la question de l'épistémologie, à ma connaissance, des intervenants dans les médias ou des intervenants médicaux, ou même des gens qui sont sur le terrain, c'est Didier Raoult. Alors, on peut au moins lui reconnaître ça, oui. Et je vais être obligé de m'y arrêter un peu plus, puisque je trouve que c'est un très bon exemple pour montrer comment il y a une dérive sectaire, si je puis dire, et qui est plus que sectaire, puisqu'elle a été ultra-violente autour de l'hydroxychloroquine. Alors, je vous rappelle quelques petits rappels. 22 février 2020, donc coronavirus, fin de partie. Là, on est déjà dans une démarche scientifique particulière, parce que là, il n'y a pas de publication, il y a juste une vidéo qui annonce que le traitement par l'hydroxychloroquine est efficace contre la Covid et que c'est la fin de la partie au sens où le traitement va mettre fin à la pandémie. On est le 25 février 2020. Et puis, il y a eu plusieurs assertions. Alors, on pourrait faire des livres entiers. D'ailleurs, les livres vont sortir, même en langue anglaise, hein,
sur cette saga incroyable hein, qui mobilise toute la réflexion qu'on peut avoir sur la science peut se calquer sur ce qui s'est passé autour de l'hydroxychloroquine, même si ça ne réduit pas que toutes les dérives sectaires. Il avait annoncé que voilà, 3 Chinois meurent, etc. On en fait toute une affaire. Donc, je vous rappelle quand même qu'on est à 110 000 morts en France. Et puis, il y a cette petite anecdote qui est passée, qui a été oubliée peut-être par la plupart, c'est qu'il y aurait moins de morts en France. Il avait annoncé, hein, donc c'est une séance divinatoire. Hein, donc, il n'a pas vu ça dans les humeurs, mais il a vu ça dans son cerveau. C'est que le 17 février 2020, il a annoncé qu'il y aurait moins de morts que par accident de trottinette. Donc 110 000. Pour ceux qui ne savent pas, le nombre de morts en 2019 d'accidents de trottinette, c'est 19. Alors, je rentre par la fin et je rentre par un autre philosophe, cette fois-ci suisse, que Claire connaît, et que d'autres connaissent, j'imagine, qui s'appelle Florian Kova, un jeune. Et je rentre par cet article parce qu'il est extrêmement intéressant. Cet article illustre un certain nombre de dérives, non pas sectaires, mais de dérives de la démarche scientifique. Et c'est évidemment un pastiche, parce que vous le comprenez à la fois au titre. En gros, est-ce que l'hydroxychloroquine aurait été la solution aux accidents de trottinette? Vous le voyez aussi par les affiliations des gens. Enfin, je vous ai passé les conflits d'intérêts. C'est très drôle. Et ça rappelle un peu Pérec, vous savez, la cantatrice, là, le papier pastiche modèle de Georges Perec. Et donc, le seul qui est un vrai signataire, c'est Florian Kova, avec une affiliation qui est folle. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a tous les éléments. Il y a le fait qu'on est devenu fou, c'est-à-dire qu'on peut publier maintenant à peu près n'importe quoi, parce que cette revue, Asian Journal of Medical and Health, c'est ce qu'on appelle maintenant, et j'ai découvert, moi, que ça existait, une revue prédatrice. C'est-à-dire, c'est une revue qui n'est là que pour empocher du pognon. Je ne sais pas si ça existe dans la philo. En tout cas, ça existe dans les sciences médicales et biologiques, biomédicales. C'est un journal et je me suis fait moi-même piéger par le titre d'un autre journal où j'ai envoyé un article et j'ai vu, ils m'ont répondu par retour de mail. Donc, j'ai compris qu'ils avaient des référies ultra rapides. Et puis, le lendemain, j'ai eu une demande de 3 500 €. Puis, le surlendemain, j'ai eu le PDF qui était déjà fait. Enfin, une espèce de monde rêvé. Mais le problème de ces journaux prédateurs, c'est qu'ils n'apparaissent nulle part. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les bases de données, ils ne rentrent pas dans PubMed, ils ne rentrent pas et ils ne rapportent pas des points SIGAPS, etc. Donc, c'est des revues qui sont fictives et qui permettent de faire passer. Et pourquoi Florian Kova a fait ça? À la fois parce qu'il y avait eu la déclaration sur les trottinettes. Donc, évidemment, deuxième information importante et spécifique de la dérive scientifique pendant la Covid et qui continue, c'est qu'on peut rétracter ces articles. Et qu'un article rétracté est un article qui est évidemment suspicieux. Et il y a maintenant, et vous le verrez dans la diapo suivante, un site qui comptabilise tous les articles rétractés. Alors pourquoi ce Florian Kova a fait ce pastiche? C'est parce que la secte qui suit, et qui sont par dizaines de milliers de personnes, hein, moi j'ai reçu on est plusieurs sur Sorbonne Université à avoir reçu non seulement des lettres d'insultes, insultés sur les réseaux sociaux, des lettres de menaces. Karine Lacombe a reçu des lettres de menaces de mort parce qu'elle avait exprimé quand même quelque chose de contradictoire sur l'hydroxychloroquine. Donc là, on est vraiment dans une dérive sectaire violente sur des réseaux sociaux, mais aussi sur les organes scientifiques, en l'occurrence ces journaux prédateurs. Alors cet article, c'est un vrai article qui, à ma connaissance, n'a pas été rétracté, je ne suis pas allé vérifier, et qui est publié quand même par un ressortissant de notre université. Hein. Donc je pense que notre doyen Rioux, enfin le doyen sur la médecine, a dû lui dire ce qu'il en avait pensé. Hein. Et c'est un vrai article qui est dans une dérive sectaire pro-hydroxychloroquine, avec une députée médecin, Martine Vonner, qui elle-même a monté un groupe pour la libre prescription de l'hydroxychloroquine. Donc, on est vraiment dans une démarche sectaire avec l'utilisation d'un journal scientifique, entre guillemets, prédateur. Alors, mais sortons un petit peu de la problématique de l'hydroxychloroquine parce que la chose s'est aggravée, si l'on peut dire, après, et évidemment, a donné du grain à moudre aux partisans de Didier Raoult, c'est que les plus grandes revues
médicales mondiales, celles qui ont le plus gros impact factor, le Lancet, le New England Journal of Medicine, se sont fait prendre la main dans le sac de la falsification des données. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont publié, alors est-ce que c'est, on ne saura jamais la raison, probablement qu'il y aura aussi des articles scientifiques qui vont expliquer comment on en est arrivé là, puisque là on est avec des revues, vous avez 3 référies, vous avez des retours, mais on sait que ces articles étaient bidonnés, notamment celui-ci du New England, qui était un article soi-disant sur une big data, enfin une base de données internationale, traversant tous les continents, et en regardant dans le détail, on s'apercevait que c'était impossible qu'ils aient ces données-là. Notamment, ils rapportaient les données de mortalité dans des pays qui ne déclarent pas leur mortalité du Covid. Donc, c'était d'un niveau... voilà. Moi, je pense qu'il y aura des enquêtes, et il y a des enquêtes en cours au niveau américain, notamment, pour comprendre comment ça a été possible. Et tout ça, je dirais, a fait peut-être plus de mal encore que l'histoire de l'hydroxychloroquine, parce que ça a mis toute la science biomédicale dans le même sac. En gros, celui de l'article falsifié, celui de l'article rapidement publié et celui de l'article non critiqué par les pairs. Et finalement, cet aller-retour dont on va parler, nécessaire à la connaissance scientifique, de pouvoir revenir, critiquer et surtout... Voilà. Alors je vous ai donné un exemple parce que peut-être que la rétraction d'un article est quelque chose pour vous qui ne vous parle pas. Il y a alors non, ça c'est si vous vous intéressez à ça, vous allez sur Retracting Watch. Alors je n'ai pas regardé s'il y avait des articles. Ah si, j'ai tapé épistémologie en anglais, il y a 0 article rétracté. Bon, donc c'est déjà bon signe. Mais si vous tapez par exemple, là, on va changer de tutelle, si je puis dire. Si vous prenez Christian Perron, donc, qui est un autre personnage important de dérive qu'on peut qualifier de sectaire, eh ben, ils ont été obligés de rétracter un autre article sur l'hydroxychloroquine parce que tout simplement les signataires, enfin si j'ai bien compris, hein, je n'ai pas enquêté, mais la plupart des signataires, en tout cas il y en a un ou deux que je connais très bien, n'étaient tout juste pas informés de ce qu'il y avait dans le contenu de l'article et qu'en plus les données n'étaient pas solides. Donc et on peut suivre ça sur Retracting Watch, donc ça montre un peu cette science qui s'accélère et qui tout d'un coup se dédie et qui amène évidemment de la confusion et de la dérive. Alors, un troisième point, on a vu tout à l'heure les journaux prédateurs, on a vu les rétractions d'articles, qui est un phénomène qui s'est accéléré avec la Covid, et puis il y a un autre outil, qui est un outil à double tranchant, qui s'appelle le preprint, c'est-à-dire des articles, alors là, qui sont officiellement non critiqués par les pairs. Et là, on a vu avec la crise de la Covid, alors medRxiv, qui est fait par des Britanniques de l'Université de York, me semble-t-il, ont créé ce site medRxiv où tout le monde peut déposer un article qui n'est pas critiqué et revu par les pairs, et c'est d'ailleurs inscrit comme tel. Alors ça a un avantage énorme, c'est que ça a permis, par exemple, à la séquence du SARS-CoV-2 d'être disponible au monde entier quasiment en temps réel. Alors que sinon, on aura attendu qu'il y ait 3 référies qui aient donné leur avis, etc. L'inconvénient, vous l'avez compris, c'est que quand une information scientifique circule et qu'elle est tirée d'un article, il faut voir si elle vient de medRxiv, si l'article a été publié par une revue par les pairs. Et voilà, là, j'ai tapé épistémologie Covid et il y a 21 articles dans medRxiv, essentiellement des articles d'éthique et pas d'articles, globalement, je dirais, de philosophie des sciences. Mais c'est un site biomédical. Alors, je m'arrête sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la Covid, mais qui, à mon avis, une illustration de quelque chose d'exceptionnel. Le grand exemple d'article rétracté, c'est ce qu'on appelle l'affaire Walkerfield. Je ne sais pas si certains connaissent l'affaire Walkerfield. Walkerfield était quelqu'un qui a publié cet article-là, je vais y revenir, qui a été rétracté par le Lancet en 1998, dont le titre était faussement tranquillisant. C'était en gros les pathologies ganglionnaires chez l'enfant, ou les colites non spécifiques qui perturbent le développement de l'enfant. Mais en fait, vous avez en rouge, qui est la conclusion majeure de cet article-là, c'est que la plupart des pathologies qui ont été décrites chez ces enfants l'ont été, notamment l'autisme, donc on est vraiment dans quelque chose de dur, l'ont été après la vaccination ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Donc énorme,
Et cet article-là, à lui seul, a créé une dynamique derrière son premier auteur, et puis derrière le thème qui a été, d'ailleurs, même Donald Trump, pendant sa campagne électorale, a articulé le rapport qui est évidemment faux, entre l'autisme et la vaccination contre la rougeole. Et cet article, pourquoi je vous montre ça, c'est qu'il a été publié en 1998, la controverse avec des réponses, des controverses des sociétés savantes, les sociétés de pédiatrie, etc., qui se sont, et de vaccination, a couru de 1998 en 2004. Et je fais très vite, parce que ce n'est pas le sujet. En 2004, il y a eu des révélations sur l'auteur, en plus, qui étaient dans des conflits d'intérêts. Je vous le fais très court, mais en gros, il était conseiller technique scientifique d'une ligue anti-vaccinale. Il conseillait des parents qui portaient plainte contre les entreprises de vaccination avec des enfants autistes. Enfin, il était non seulement l'article, c'est avéré faux, mais effectivement, en plus, dans un contexte de conflit d'intérêts sur un sujet extrêmement tendu, parce que quand vous mélangez la crainte vaccinale et la violence de l'autisme, vous avez un truc explosif au niveau international qui a laissé des séquelles très importantes. Notamment, les États-Unis ont été à des moments de leur histoire et dans certains États obligés d'imposer la vaccination contre la rougeole parce qu'ils avaient des poussées épidémiques. Et l'article n'a été rétracté par le Lancet qu'en 2010, soit 12 ans après l'affaire. Donc on a changé de paradigme et de culture. Maintenant, la rétraction, c'est quelque chose qui peut arriver très vite depuis la Covid. Voilà. Je continue? Vous êtes tous là? Vous êtes toujours là? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Donc, pourquoi je dis qu'il faut prendre Didier Raoult? Parce que Didier Raoult a fait 2 leçons d'épistémologie, si on peut dire. En tout cas, lui, il les a intitulées comme ça. La première, le 13 février, enfin, c'est la deuxième, en fait, le 13 février, qui s'appelait « Contre la méthode », en reprenant les auteurs que vous connaissez extrêmement bien. Le Popper qui a été évoqué tout à l'heure, Thomas Kuhn, Feyerabend, je ne sais pas comment ça se prononce, Paul Feyerabend, et en reprenant d'ailleurs le titre principal d'un de ses livres. Alors pourquoi Didier Raoult est venu sur le champ de l'épistémologie? C'est intéressant de le savoir. On est avant l'annonce de l'hydroxychloroquine. Il faut bien comprendre que tout ça est timé, même s'il n'y a pas forcément... Enfin, si, il y a forcément relation de cause à effet. Alors, cette journée est très, très particulière. C'est une journée de l'Institut de l'IHU de Marseille, qui est le seul IHU dédié aux maladies infectieuses. Donc, c'est une énorme usine, un énorme établissement. Enfin, ils ont un centre de référence, ils ont des scientifiques de très haut niveau, etc. Et ben, quand vous regardez le problème, vous êtes déjà, non pas dans le discours de la méthode, mais dans l'attaque de la méthode. C'est-à-dire que vous avez une introduction de Dominique Castiglia qui m'a raconté qu'effectivement, on l'avait présenté comme quelqu'un pour lequel Didier Raoult disait qu'il était tout à fait opposé à ce qu'elle allait dire. Et Hugues Fischer, qui est un militant d'ACT UP, du sida, lui-même malade, et qui venait expliquer comment, dans le VIH, on avait grillé les étapes de la méthode scientifique, ce qui est un autre sujet, un vrai autre sujet. Et puis après, on s'attaquait au dur, c'est-à-dire la tyrannie du P statistiquement significatif, la tyrannie, en gros, des essais randomisés, des méta-analyses, et qu'il ne fallait pas respecter les guidelines. Donc là, on est clairement dans un affichage un affichage que moi je trouve sectaire, qui s'est révélé être assez sectaire, on est contre la méthode scientifique, en tout cas celle des méthodologistes. Donc ça rejoint quand même l'intervention de Pierre Pellegrin tout à l'heure. On est clairement pour l'empirisme et contre les méthodologistes. Alors, qu'a dit Dominique Castiglia, je vous le fais très court, tout ça est disponible, parce qu'elle est membre de... Voilà, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années, elle est membre de notre université, elle est vice-doyenne, et elle a démonté la méthodologie de l'étude sur l'hydroxychloroquine, l'étude Princeps, qui après a été publiée dans un journal sur lequel je reviendrai, et en expliquant que voilà, il y a des principes de base en publication, que par exemple, quand on a une donnée manquante, elle doit être analysée comme un échec et pas sortie de l'analyse, que les groupes, par définition, doivent être comparables, qu'on doit pouvoir refaire les statistiques. Et globalement, Dominique Castiglia, au nom de l'Académie des sciences, a dit clairement qu'on ne pouvait pas interpréter un effet de l'hydroxychloroquine dans cette étude. Et je crois que ça a sonné le début de relations tendues, conflictuelles et sectaires autour de l'hydroxychloroquine, qui est complètement sortie du débat scientifique.
Alors, la deuxième leçon d'épistémologie à l'IHU de Marseille, on retrouve nos 3 mêmes auteurs le 12 juin. Alors, le 12 juin, on est déjà dans la polémique sur l'hydroxychloroquine, avec 3 approches scientifiques. C'est une diapositive donc, de son auteur: l'abduction, l'induction, la déduction. Vous connaissez tous ces éléments-là. Abduction, dont j'ai compris qu'on ne pouvait pas vraiment la traduire par découverte par hasard, si j'ai bien compris les éléments de base de la philosophie des sciences. Et puis, globalement, c'est ce qu'a dit, c'est ce qui a été dit. C'est donc là, globalement, on utilise la philosophie des sciences pour, je dirais, détourner une forme d'empirisme inductiviste. Voilà, je crois que c'est le terme qui a été retenu par Kova, on va y revenir. Et finalement, pour s'affranchir de la méthodologie, notamment de la méthodologie parisienne, de ce qui a été décrit tout à l'heure par Dominique Costagnola. Alors, j'ai mis cette phrase de Pasteur: j'aime bien, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Bon, ça correspond assez bien au sujet. Alors, évidemment, je n'ai pas inventé ça tout seul. Il y a un article extrêmement bien fait, je ne le connais pas, mais vous lui passerez mes félicitations, de Florian Kova, qui a décortiqué l'épistémologie opportuniste de Didier Raoult. Je vais faire juste 2 diapositives, c'est assez amusant. Donc, et puis c'est assez compréhensible pour les cliniciens, et je crois qu'il faudrait, je l'ai beaucoup fait circuler, cet article, il a beaucoup circulé. Donc, globalement, dans l'épistémologie inductiviste de Didier Raoult, il y a le fait qu'on part de l'observation, et de l'observation, on va, par induction, si je puis dire, vers les résultats cliniques, et c'est ce qu'il revendique d'ailleurs pour l'hydroxychloroquine. Et que sinon, si on part avec une idée préconçue, ce qu'on appelle nous des hypothèses, eh ben, globalement, la représentation est biaisée. Voilà, c'est simplifié, mais au moins c'est clair. Et la deuxième figure, et j'en finirai avec cet article, qui est, alors ça vous connaissez évidemment beaucoup mieux que moi, mais ça m'a assez intéressé, c'est repris de Karl Popper, si je puis dire, la conception falsificatrice, et qui serait un mécanisme, alors là, qui serait justement pas linéaire, mais qui ferait qu'on partirait de l'observation, on irait jusqu'à la théorie, et puis la théorie de l'observation, et quand le test de l'hypothèse n'est pas probant, on repart, ce qu'on n'arrête pas de faire. Moi, j'ai passé 14 ans de recherche du vaccin contre le VIH, et on n'a pas arrêté de faire cette boucle, c'est-à-dire de revenir aux hypothèses, retrouver les modèles, revenir aux sciences dures pour réessayer d'autres modèles. Et effectivement, ce principe non linéaire, et qui, je crois, date au moins de Bachelard, peut-être d'avant, et effectivement quelque chose qui voit dans la Covid, et on n'arrête pas de revenir. Vous évoquiez tout à l'heure la transmission chez les enfants, on n'arrête pas de revenir à ce qu'on a dit au début pour remettre une hypothèse. Je vais prendre qu'un seul exemple caricatural. Au début de cette histoire-là, le premier malade de la Covid, qui est mort d'ailleurs justement à Sorbonne Université, l'enseignant de Crépy-en-Valois, est mort d'une embolie pulmonaire pour une maladie qui n'était pas censée faire des embolies pulmonaires. Je veux dire, déjà, on aurait dû tilter, et je pense que beaucoup ont tilté, et on a découvert quelque chose, on a fallu revenir, et on est encore en train de le faire sur une maladie qui est en fait une maladie aussi vasculaire, une maladie des vaisseaux, et qui n'était pas quelque chose qu'on pouvait avoir d'intuition, et qui est parti effectivement de l'observation, et on est retourné effectivement au mécanisme physiopathologique qui explique comment un virus transmis par voie aérienne peut aussi boucher les vaisseaux, y compris au niveau du système nerveux central. Donc voilà, bon, j'ai cette deuxième fois dans ma vie que je case Gaston Bachelard, vous me direz si j'ai 15. Donc l'esprit scientifique se constitue sur un ensemble d'affaires rectifiées, c'est une base. Alors pourquoi Didier Raoult attaque autant les méthodologies et utilise l'épistémologie? C'est pour asseoir un autre élément de sa démonstration. Là, on n'est pas contre la méthode, on est contre les liens d'intérêt que lui appelle les conflits d'intérêt. Et le lien avec Big Pharma et les auteurs qui ont des liens avec l'industrie, ce qui est le cas aussi de l'IHU, parce que l'IHU a des liens avec l'industrie. Et il a pris, alors je vous fais très court, il a pris toutes les études, enfin un certain nombre d'études sur l'hydroxychloroquine, dont les leurs, et il a fait une espèce d'étude avec un P d'ailleurs, enfin un test de significativité, en regardant les auteurs qui déclaraient des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt qu'il appelle, ou s'il y avait des signataires de l'industrie pharmaceutique. Et en rouge, en gros, il démontre, je vous fais très court, il démontre que c'est significatif quand vous avez un lien avec l'industrie pharmaceutique ou que vous avez
vous êtes dans une big data, c'est-à-dire une base de données, vous êtes contre l'hydroxychloroquine. Voilà, c'est extraordinaire. Je veux dire, n'importe quel étudiant de première année, de Master 1 d'épidémiologie comprend qu'on ne peut pas faire des études comme ça parce que c'est que des outils qui sont absolument inapplicables. Un dernier point, j'en finirai avec Didier Raoult, c'est une particularité qui n'est pas du tout ni une dérive conflictuelle, ni quoi que ce soit sectaire, c'est les revues autopromotionnelles. Moi, je ne savais même pas que ça existait, donc je vous en montre un exemple. New Microbe and New Infection, qui est un journal, et franchement, il faut avoir les moyens de faire ça aussi. En gros, tout le board, ou toute une partie du board, est signataire des articles qui sont dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on publie dans une revue. Alors peut-être que ça existe en philosophie, mais moi, dans la médecine, je ne connaissais pas ça. C'est-à-dire que l'éditeur en chef, le sous-éditeur en chef, les éditeurs associés sont membres du board. Et évidemment, vous pensez bien qu'ils sont dans un conflit d'intérêts puisqu'ils jugent leurs propres articles. Et si vous regardez, par exemple, ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, c'était une publication par des chercheurs en sciences sociales de Nantes, ben vous regardez que dans cette seule revue, Didier Raoult a publié en 2016 105 articles, c'est-à-dire un article tous les 3 jours, dans cette revue maîtrisée par ses pairs. Donc, et finalement, ça interroge sur l'élément critique, quoi. L'élément critique qu'on peut avoir. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas décrit comme ça, comme une... Voilà, il n'y a rien d'illégal, il y a juste l'utilisation d'un système. Alors, j'ai fait un peu de provocation, j'ai essayé de voir en quoi la crise Covid pourrait modifier l'approche scientifique et de fait la philosophie des sciences. Vous voyez, alors je ne dis pas que ça va être le cas. Le premier élément, c'est celui que je viens de montrer, c'est l'utilisation d'un système auquel on est tous, en tant qu'universitaires, dépendants, dont on est tous dépendants. C'est-à-dire qu'on évalue, et certains le savent très bien ici, pour passer des concours, on évalue ce qu'on a produit, dans quelle revue, quel est l'impact facteur, et cette course, les points SIGAP, c'est des points, vous savez, qui valorisent une publication. Je ne sais pas si vous utilisez ça, vous. C'est surtout sur le biomédical. Et puis, il y a l'utilisation très particulière dans la crise du Covid, c'est de l'utilisation des réseaux sociaux, de YouTube, c'est-à-dire d'une façon de shunter, de court-circuiter le passage obligé par les revues par les pairs. Et puis, l'absence de tout débat contradictoire qui participe à la connaissance scientifique, et ça, c'est vraiment une spécificité de la Covid que moi, je retrouve, en tout cas à ce niveau-là, nulle part. Et puis, ce que disait l'éditorial tout à l'heure de la revue d'épidémiologie de santé publique, c'est qu'il n'y a pas d'épistémologie de crise qui justifierait justement de s'affranchir de ces règles. Je l'ai déjà dit. L'autre chose aussi, qui a été probablement une erreur globale, nous, en tout cas, scientifiques de terrain, on y a tous participé plus ou moins, c'est d'inférer des contextes épidémiques qui n'avaient rien à voir. On se souvient qu'est partie de Sorbonne Université la notion de grippounette, le fait que le Covid, au début, c'était une grippounette. Donc, j'ai un peu raconté ça dans mon bouquin. Notre groupe WhatsApp, nous, dans le service, il s'appelle Grippounette. Pour gérer la crise Covid, les lits, etc., on l'a appelé Grippounette. Évidemment que ça a été une erreur stratégique majeure qui a mis tout le monde, les politiques, les scientifiques, et même d'avoir collé au SRAS, c'était une erreur, parce que c'est une maladie très différente du SRAS. On parlait tout à l'heure des embolies pulmonaires, ça n'existe pas dans le SRAS. Et puis, ce n'est pas les mêmes récepteurs, même si c'est un virus très apparenté quasiment à 92 ou 96%. Et puis, on avait un modèle de santé publique hérité de Ebola. C'est-à-dire qu'on avait, pour faire court, des centres de référence, des centres de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne. Nous, à Thonon, on était troisième ligne, par exemple, par rapport à Pitié, parce qu'on n'a pas de SAMU, etc. Mais en fait, la Covid, le virus décide, c'est lui qui est rentré par la réanimation, et il n'a pas suivi le plan, ce qu'on appelle le plan COREB, le plan de gestion du risque biologique, qui avait été écrit dans la suite du SRAS et de Ebola. Donc, voilà, on a inféré des modèles et on les a collés au SRAS, qui est vraiment une maladie, au Covid, qui est vraiment une maladie nouvelle. Le quatrième point que je trouvais qui était important et qui a donné beaucoup de dérives, c'est ce rapport entre le politique et le scientifique. Finalement, quand on regarde les politiques européennes, elles ont toutes été différentes. Mais ce qui est particulier, à la date où je vous parle, c'est que tous les pays européens se retrouvent quasiment à la même ligne actuellement. Donc, une résurgence de l'épidémie.
Mais avec la même base scientifique, ils ont adopté des politiques complètement différentes qui vont du modèle suédois, qui n'est pas un modèle d'ailleurs, un contre-modèle suédois, à un modèle coercitif comme l'Angleterre ou comme le Portugal. Donc vraiment, ça pose la question et c'est ce qui a été dit tout à l'heure pour la discussion autour du président Macron, c'est effectivement, est-ce que ce n'est pas aussi un défaut de présentation des connaissances, de gestion des incertitudes, et que les scientifiques sont aussi responsables de ça, responsables de ces dissonances qui n'est pas seulement politique, mais qui est probablement dans l'appréciation des données scientifiques. Et puis je vous ai mis une petite provocation, c'est pourquoi la philosophie des sciences, et le deuxième, a-t-elle été absente du débat, si ce n'est justement pour être instrumentalisée, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a montré tout à l'heure. Alors j'ai repris un extrait de Galien pour essayer de me rapprocher un peu de l'intervention du professeur Pellegrin. Et effectivement, c'est là que j'ai vu la référence à l'érésipèle et à l'herpès, le transfert, enfin ce qu'on appelle maintenant le recycling des médicaments. Alors j'ai appris que le recycling des médicaments, c'est vieux comme Galien, mais c'est toujours d'actualité. Alors je reviens, excusez-moi, à notre Didier Raoult, parce que c'est quand même une belle illustration. En fait, ça n'a pas été raconté, ça, parce que les journalistes, il n'y a plus de journalistes d'investigation. C'est-à-dire qu'il suffisait de taper sur PubMed hydroxychloroquine pour voir que c'est une idée que Didier Raoult défend depuis 2007. Depuis 2007, il a essayé d'utiliser l'hydroxychloroquine dans à peu près toutes les pathologies, et il a publié un article d'ailleurs qui s'appelle Recycling of Chloroquine et ses analogues dans les infections bactériennes, fongiques et virales, dans une des revues qu'on a déjà citées. Et vous voyez qu'il y a quasiment la plupart des bactéries, la plupart des champignons, le virus HIV, le virus de la rubéole, les virus des hépatites, tous ces virus avec des maladies rares, tropicales. Et quand même, c'est hallucinant en 2007 de proposer quand même l'hydroxychloroquine dans le traitement du VIH, alors qu'on est 10 ans après la découverte des trithérapies. Donc voilà, on est dans un recycling un peu, je le qualifierais d'obsessionnel. Je continue avec ce que j'ai trouvé comme spécificité, parce que vous m'avez fait beaucoup réfléchir, j'espère que je serai à la hauteur de ça, et j'ai essayé de regarder pourquoi ces dérives sectaires étaient plus particulières pour le Covid, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on retrouvait comme singularité, comme particularité. La première particularité, c'est vraiment ce que j'ai appelé la caisse de résonance, c'est-à-dire que tout s'est fait en temps réel, avec de l'information continue, des polémiques à plein temps sur les réseaux sociaux, de la violence sur les réseaux sociaux. Et ces outils-là n'ont pas été anticipés, parce que les scientifiques ne sont pas en permanence sur Twitter. C'est impossible d'aller sur les plateaux de télévision répondre aux dérives sectaires ou aux anti-vax, etc. Et puis, la deuxième singularité, mais qu'on retrouve, c'est de croiser d'autres dérives sectaires, comme les anti-vax, ceux qui étaient autour de la maladie de Lyme, vous l'avez dit tout à l'heure, le professeur Pellegrin en a parlé, les médecines alternatives, avec leur réseau, leur secte, si je puis dire, et puis tout ce qui est un sport national, c'est-à-dire d'être contre l'industrie pharmaceutique et tout en vivant, si je puis dire, enfin, puisqu'on vit tous en prenant plus ou moins des médicaments. L'autre singularité, c'est qu'effectivement, on se heurte à quelque chose qui est dominant dans la théorie du complot, hein, ça a été décrit depuis longtemps, c'est le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire que c'est comme pour les vaccins, vous avez un argument contre, par exemple, contre l'utilisation du masque, contre l'utilisation du confinement, et puis derrière, vous avez 150 contre-arguments qui vous sont avancés par ces sectes ou par ces groupes de pression. Un élément aussi qui a été très déterminant en France, en tout cas, plus qu'aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas une parole scientifique unique. Voilà, on a mélangé, comme le dit assez bien, mais ce n'est peut-être pas votre tasse de thé, Klein, mais je le citerai tout à l'heure, Étienne Klein, c'est qu'en fait, on a mis sur le même niveau ce qui était du domaine de la croyance religieuse quasiment, de l'idéologie, du militantisme et la pensée scientifique. Donc, tout ça a donné effectivement une cacophonie dans laquelle les gens, c'est ce qui a été l'objet du débat tout à l'heure, les gens ne se retrouvent pas. Enfin, en tout cas, ils ne savent plus où est la vérité.
il y a le temps qui est très particulier parce que cette accélération du temps et de la connaissance scientifique avec ces pullulations d'articles n'est pas celui des chaînes d'information continue qui tous les jours changent de sujet, mais qui est toujours autour de la Covid. L'absence de la démocratie sanitaire. Alors, j'ai repris une expression que je trouvais plus jolie que démocratie sanitaire qui a été créée autour du sida. La coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir de Karl Popper. Je trouvais que c'était une jolie expression. Effectivement, il n'y a pas eu ce débat. Et puis, il y a eu d'autres éléments. Voilà. Alors après, ce qui a été appelé le populisme scientifique, c'est que c'est devenu, effectivement, c'est très étonnant de voir des gens comme l'humoriste Bigard, comme... Enfin bon, je ne vais pas citer tous les politiques qui ont utilisé, qui étaient pro-hydroxychloroquine, anti-masque, etc. Enfin, cette espèce de populisme scientifique est très compliqué. Et je pense que l'exécutif a une part de responsabilité là-dedans parce qu'il y a eu une reconnaissance finalement une reconnaissance politique de passer du populaire au populisme dans cette crise. Et c'est à mon avis pas fini. Ça, c'est un autre article. Bon, je ne vais pas avoir le temps, mais c'est un autre article qui est assez bien fait sur la crise du Covid, l'épistémologie. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet article. Je pense que c'est sur un site, mais HPLS. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça reprend un peu. Ça reprend un élément aussi qui est intéressant, c'est l'accent qui a été mis dès le début sur les morts. Vous savez, cette comptabilité du directeur général de la santé chaque jour avec le nombre de morts, le nombre de cas et tout ça, qui a conduit probablement à modifier l'image publique de la maladie. C'est-à-dire que ça devenait plus des chiffres. D'ailleurs, les morts ont disparu, même sur tous anti-Covid, il n'y a pas de chiffre de mortalité. La mort, on a fait disparaître dans cette troisième vague la mort qui est finalement, plus personne n'en parle, quoi. On a juste le bandeau sur les télévisions continues qui nous dit aujourd'hui il y a eu 250 morts. Ça, c'est très intéressant de travailler sur ça. Et bien, effectivement, ce que disent ces auteurs, c'est que ces modèles qui sont directement collés de l'épidémiologie, avec cette histoire-là sur l'exposé infecté-guéri, on exclut d'autres disciplines, dont la vôtre, qui auraient pu permettre d'avoir une réflexion, et je pense aussi aux sciences politiques et à l'économie, à avoir des prises de position plus rationnelles. Alors, Étienne Klein, il le dit autrement, mais bon, je viens de le dire. Effectivement, on a mélangé connaissances, croyances, informations, opinions, commentaires, fake news. Immanquablement, leur statut se contamine. Et dans les esprits se crée une confusion d'autant plus grande que le statut avec les sciences est devenu ambivalent. Voilà, c'est très intelligible et je pense que c'est très juste. Alors, l'importance de la caisse de résonance, c'est mon avant-dernière intervention. C'est pour donner une illustration de quoi on parle. Et on parle de quelque chose qui n'a jamais existé. En tout cas... dans la médecine contemporaine, ça n'a jamais existé d'avoir une telle caisse de résonance. Alors, qu'est-ce que j'appelle la caisse de résonance? C'est évidemment les médias, grand public. Et là, vous avez un site qui s'appelle Tagaday qui vous montre la comparaison de 3 phénomènes médiatiques choisis dans la presse écrite et le web. Donc là, on n'est pas sur l'audiovisuel, on est web et presse écrite. Vous avez le président, à partir de l'élection du président de la République, le phénomène gilet jaune et le phénomène coronavirus en termes d'occurrence. Donc, on est vraiment dans une dimension absolument, on n'est pas dans la même échelle de grandeur. La deuxième, et plus saisissant encore, c'est ça c'est beaucoup plus inquiétant. Alors, on est certes entre février et mars 2020, donc c'est l'INA qui fait ça, c'est les statistiques de taux d'occupation, c'est un taux, le taux d'occupation du thème Covid, sur les chaînes d'info continue, LCI, France Info, CNews, BFM, etc. Vous voyez, on monte à 85%. C'est-à-dire 85% sur 24 heures d'information continue est dévoué à un seul sujet. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà décrit avec le sida, ce qu'on appelle l'effet écran. L'effet écran, sans jeu de mots, c'est-à-dire que pendant que vous parlez de ça, il n'y a plus de vaccination d'enfants, il n'y a plus de recherche du cancer, il n'y a plus de journées sur la transidentité, il n'y a plus de lutte mondiale contre le sida. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les autres sujets sont gommés, je ne prends que ces exemples-là. Donc, il y a un effet détourage. Voilà, évidemment, par définition, il faut parler un peu d'économie, il faut un peu parler de ce qui se passe en Inde, en dehors de la Covid, et c'est dans 10-15%, 25%. Donc, un effet écran, oui, vous voulez intervenir, non? Je continue, je n'ai pas très fini. Et
quelqu'un, alors parfois sur les réseaux sociaux, vous trouvez des trucs très intelligents. Moi, je suis que sur Facebook, ça me suffit largement pour ma tête. Je ne suis surtout pas sur Twitter. Il y a alors peut-être que vous l'avez identifié, mais il y a probablement un scientifique, en tout cas, c'est sûrement un scientifique qui s'appelle RVerify, qui est sur Facebook, et qui a fait une petite expérience qui n'a pas valeur, évidemment, de publication scientifique, mais qui est très éclairante. Au moment où il a repris finalement l'expression de Gérald Bronner dans La démocratie des crédules, qui est le phénomène que vous connaissez par cœur, qui est qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, s'expriment surtout ceux qui sont contre et qui sont beaucoup plus motivés que ceux qui sont pour. Enfin, pour faire très... Et évidemment, les croyants sont plus actifs que les non-croyants, ou ceux qui sont neutres. Donc, il a posté sur plusieurs réseaux sociaux un post extrêmement favorable au début des vaccins ARN, le vaccin de Pfizer, post dithyrambique, quel que soit le contenu, et d'ailleurs qui est justifié parce que ces vaccins marchent extrêmement bien. Il a eu 300 000 vues, 2000 partages, 500 commentaires, c'est énorme. Et alors, il s'est amusé à regarder combien il y avait d'avis négatifs. Les avis négatifs, c'est ceux qui mettent les petites figurines comme ça. Donc, il dit, globalement, il y a 1% d'avis qui sont négatifs quand on regarde les figurines. Mais il y a 30% des commentateurs qui sont contre. C'est-à-dire 30% des personnes qui ont posté un message. Et c'est 50% des commentaires. C'est-à-dire qu'avec 1% de gens opposés, dans cet exemple-là, opposés au message favorable au vaccin Pfizer, vous arrivez à montrer qu'il y a à occuper 50% de l'espace du réseau social. Vous me suivez? Bon, c'est pas d'une autre portée scientifique, mais c'est très éclairant sur ce contre quoi on a à lutter, avec des armes tout à fait inégales, parce qu'il y a des sites qui se sont créés, les journaux ont créé des sites de fake news, etc. Là, on se détourne un peu, mais c'est important aussi d'arriver à répondre au détournement de l'information. L'absence de voix unique, je crois que c'est mon avant-dernière illustration. L'absence de voix unique, je l'ai illustré par un point. J'ai pris 2 intervenants, dont un qui a été extrêmement présent et extrêmement toxique, qui est un des chefs de file de ce qu'on a appelé au début, et c'est vraiment un euphémisme, les rassuristes, qui s'appelle le professeur Jean-François Toussaint, qui est prof de l'Université de Paris. Sa spécialité à lui, c'est la physiologie du sport. Bon, voilà, il s'est retrouvé propulsé par certaines chaînes. Et puis à côté, vous avez ce qui devrait être notre figure tutelle, quoi. Enfin pas tutelle, mais tuteur, qui est le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui est un infectiologue de Rennes, qui s'appelle Pierre Tadevin. Et quand vous regardez, c'est toujours pas une étude scientifique, mais que vous regardez l'occurrence sur Google, vous faites Jean-François Toussaint et Covid, vous avez un peu plus d'1 million d'occurrences. Et quand vous regardez le représentant de l'infectiologie en France, vous avez déjà présenté devant lui, vous avez 19 000 occurrences. Donc déjà, on comprend bien qu'on ne joue pas dans la même cour. Et puis quand vous regardez les assertions du professeur Toussaint, qui a quand même dit des choses extrêmement graves sur l'épidémie. Il a dit notamment qu'on dépistait 90% de gens qui ne sont pas contagieux. Donc, je vous explique que ça a une portée tout à fait grave en termes de santé publique. Il a dit aussi pendant la deuxième vague qu'on était dans une maladie 50 à 100 fois moins mortelle. La première vague, c'est 30 000 morts. La deuxième vague, on est à plus de 70 000. Donc, enfin, on pourrait prendre les choses une par une. Le sujet n'est pas les fake news, mais là, le sujet, c'est que la dérive sectaire, elle passe par des effecteurs pour lesquels vous n'avez aucun contre-pouvoir, quoi. Que ce soit les réseaux sociaux, contre-pouvoir quasiment nul, sauf si vous êtes dans le racisme ou la maltraitance des enfants. Mais il n'y a pas de déni de science sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de déni de science sur les réseaux sociaux. Donc, et puis, voilà, il y a le porte-voix des médias grand public. Alors ça, c'est un truc qui est amusant. Bon, c'est juste pour revenir sur un point sur l'évaluation des scientifiques. The Conversation, qui est un site fait par des journalistes plutôt extrêmement compétents, et assez bien fait d'ailleurs, assez documenté. Ils ont classé, alors je suis désolé, je suis dedans, mais ils ont classé les experts médicaux les plus médiatisés. Il y en a 3 de Sorbonne Université. Il y a 2 femmes. Petit détail. Il y a des gens comme celui suscité qu'on n'a jamais vu avant, comme Martin Blachier ou le professeur Toussaint. Et puis, ils ont mis le H-index. Le H-index, comme vous le savez, c'est un indicateur de renommée des publications scientifiques qui est fait notamment par l'INSERM. Et bien, vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont quasiment rien fait, mais qui occupent complètement l'espace. Et bien sûr, vous avez toujours en tête notre Didier Raoult, qui est effectivement notre plus grand producteur français de publications scientifiques. Alors, ça m'a amené deux éléments. C'est que je pense que les outils qui évaluent les scientifiques, notamment dans les sciences biomédicales, la Covid a révélé leur insuffisance.
Le H-index, vous avez compris que ce n'est pas parce que vous avez un H-index élevé que vous êtes un bon scientifique. Et puis, on a vu que le système est corrompu. Parce que le H-index dépend de comment votre article est cité. Mais si vous publiez, je ne veux pas reprendre les exemples cités, mais si vous publiez 100 articles dans l'année et que vous auto-citez 3 ou 4 fois chaque article, vous allez monter votre H-index. Donc, les gens qui ont créé le H-index, ils ont créé un outil qui, quand on est très intelligent, peut être complètement utilisé, je veux dire, en déviance. C'est pareil pour les points SIGAPS. Les points SIGAPS, en gros, c'est en fonction de la notoriété du journal et de la place dans l'article. Donc, en gros, si vous êtes dans le top 10, ça va faire 8 points pour la publication. Et si vous êtes premier signataire, ça va faire 4 points, un facteur 4. En gros, si vous êtes premier signataire dans le Lancet, vous avez 32 points. Si vous publiez dans une revue non indexée, ou enfin indexée mais non classée, vous avez 1 point. Et si vous êtes dernier signataire au milieu du peloton, vous aurez 1 point. Donc, vous n'aurez qu'un point. 1 fois 1 égale 1. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là aussi, c'est très pervers et c'est ce que nous montrent les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Si vous publiez 100 articles dans des revues de deuxième zone, vous allez avoir 100 points. C'est-à-dire que c'est pareil que de faire 3 articles dans le Lancet qui vont vous mettre parfois des années, voire des dizaines d'années à produire pour une recherche qui va finir dans une revue. Donc, effectivement, on utilise des mauvais outils pour évaluer la recherche scientifique. Et je pense que tout ça je pense que les CNU vont être obligés de réfléchir à cette chose-là, en tout cas pour nos sciences biomédicales. Et puis la dernière, puisque finalement on finit par ça, parce que ça a été aussi une dérive, et ça va continuer beaucoup. Vous allez voir ce qui va se passer si jamais, par bonheur, cette décroissance de la 3e vague, c'est les biomathématiciens nous ont trahis, ils se sont trompés. On voit ça sur tous les réseaux sociaux. Et évidemment, on peut dire d'une certaine manière que les biomathématiciens se sont trompés. Le plus connu d'entre eux, c'est Ferguson, donc de l'Imperial College. Et effectivement, il s'est trompé. Mais il faut pondérer le fait qu'il s'est trompé. Il s'est trompé puisque dans un modèle qui a tourné dans le monde entier, il avait prédit à la première vague qu'il y aurait 510 000 morts en Angleterre et 2 millions de morts aux États-Unis. Ce qui ne s'est pas produit à la première vague, qui a peut-être se produit par les vagues successives. Alors, après, il ne faut pas faire dire au modèle qu'il ne faut pas faire dire. C'est que, évidemment, c'est pondéré par le fait qu'entre-temps, il y a eu des mesures de prise et qu'évidemment, ça a brasé le pic de mortalité ou de morbidité. Mais il n'empêche, le Conseil scientifique, par exemple, en mars 2020, avait complètement suivi le modèle de Ferguson. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement faux, hein, et estimé que la France aurait des centaines de milliers de décès en France pour la première vague. Mais là, évidemment, l'esprit de grand public, c'est de dire on nous a trahis, on nous a menti, les modèles se sont trompés. Mais sauf qu'il y a un petit détail entre les deux, c'est qu'entre les deux, il y a eu un confinement sévère qui a évidemment réduit complètement la transmissibilité, réduit la mortalité et réduit la morbidité. Donc tout ça est très compliqué et pour l'instant, les modèles peuvent se tromper, mais il ne faut pas se tromper sur la façon dont les modèles se trompent. Voilà. Et je finirai par le plus grand philosophe au monde, je crois, qui n'est pas Didier Raoult, mais qui est, pas lui, mais qui est Pierre Dac, qui disait la prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Et je vais enlever le partage pour qu'on se voit. Et voilà, nous revoilà. Merci beaucoup, merci Gilles pour cet exposé très riche et qui va certainement susciter des réactions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des critiques. Des critiques. Comment on dit? On dit fire, comment on prononce? Feyerabend. 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 Oui, effectivement, c'est vrai que quand j'avais regardé cette interview je ne sais plus comment appeler ça, cette communication de Didier Raoult, ce qui m'avait frappé, c'était effectivement cette instrumentalisation de l'épistémologie, et puis aussi de la philosophie, puisqu'il convoque Bacon pour justifier sa position empiriste, mais alors voilà, avec une vision effectivement complètement déformée et détournée de la pensée des auteurs qui l'utilisent. J'ai une question.
Oui. C'est une vraie question, en fait. Est-ce qu'il y en a des fausses? Oui, 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 oui. Il y a des questions dont on connaît la réponse, c'est des fausses questions. Ça. Vous savez, il y a une. C'est très difficile. Est-ce que la mortalité relativement faible de la Covid a été une cause des difficultés pour déterminer les causes? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a, comment il s'appelle, le type du Puy du Fou, là, Philippe de Villiers, qui a dit dernièrement qu'il avait eu la Covid et qu'il en avait guéri en buvant du pastis. Et de l'hydroxychloroquine. Hein, vous avez vu ça? Et de l'hydroxychloroquine. Mais à partir du moment, vous savez, la détermination des causes, c'est très complexe. Je vais vous raconter une histoire, une blague que vous connaissez certainement. C'est l'histoire d'un médecin qui est piqué par une puce, qui attrape la puce et qui la met dans une boîte en carton. Et il lui dit, bon, allez, saute, sautez la puce, saute, 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 saute. Et puis après, il la prend avec des pinces, il lui coupe les pattes. Il lui dit, on va voir maintenant. Allez, saute, saute. Évidemment, la puce saute pas. Et il écrit sur son carnet, quand on coupe les pattes à une puce, elle devient sourde. Oui, Oui. je la connaissais. J'en ai toutes, mais si vous voulez, il a le Covid, cet individu-là, et il estime que, comme c'est assez peu létal, le Covid, finalement, c'est pas Ebola. C'est pas Ebola. L'évaluation. Hein, oui. Et bon, il estime que, ayant bu du pastis, c'est ça qui l'a préservé, qui a renforcé ses défenses immunitaires. C'est pas tout, le pastis, c'est très bien. Est-ce que vous pensez que moins une maladie est létale, plus elle est difficile à cerner et à rapporter à des causes, non? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, vous avez raison sur un point, c'est que plus une maladie est létale, plus c'est facile de démontrer. C'est l'inverse, je vous réponds par l'inverse. Prenons l'exemple du sida. Hein. Oui. Comment on a découvert le premier traitement, enfin, comment on a validé, la FDA a validé le premier traitement du sida, c'est très bien raconté dans plusieurs films. C'est tout simplement en comptant les morts dans le groupe sous AZT, et en comptant, il y en avait 19, et en comptant les morts dans le groupe placebo, c'est 0. Là, c'est très facile. Là, on est dans un élément où on ne peut pas s'affranchir d'une étude avec un bras contrôle, parce que précisément la nature dans 95% des cas, ou 95% des cas, va faire elle-même le boulot de la guérison. Donc évidemment, c'est méthodologiquement indiscutable qu'il faut passer par des études soit randomisées, soit avec un groupe contrôle, etc. Oui. De même que pour dire que le variant anglais est plus agressif, il faut évidemment des études. Et d'ailleurs, pour l'instant, les études sont contradictoires. Et demain, je crois que demain, on a le résultat de l'étude française qui va essayer de nous dire si le variant anglais. Donc oui, c'est évidemment plus complexe parce que cette maladie est à la fois pédomorphe, elle a vraiment des manifestations très différentes, et que la dominante est que c'est la nature qui fait très bien son boulot. Mais j'ai encore quelque chose à demander, si je peux abuser. Dans le sida, quand même, c'était une maladie très mortelle. Et on a mis du temps, parce que je me souviens, moi, vous savez, j'ai suivi ça de près parce que j'étais très ami avec Mirko Grmek. On en a parlé tous les deux. Ouais, c'est ça. Et qui est mort de la maladie de Charcot, lui. Et bon, je me souviens quand même qu'il y a eu une période où des gens extrêmement sérieux, des médecins, avaient consacré un certain nombre de fonds d'argent à chercher ce qui, dans le système immunitaire des hommes homosexuels, était spécifique et les rendait perméables au sida. Enfin, ça durait 2 ou 3 ans, ça. Je veux dire, c'est une faute épistémologique extraordinaire, ça. Alors, évidemment, la première femme qui a été infectée a mis par terre leur... Vous vous souvenez pas de ça, non? Si, je me souviens très bien. Puis j'ai écrit à moi-même une histoire du sida, mais pas du tout comme pas d'historien, à deux mains avec un activiste qui s'appelle Didier Lestrade, qui a fondé Acteur, et on a repris beaucoup d'éléments de l'histoire de Grmek. Oui, il y a eu évidemment qu'il y a eu des fautes, il y a eu des fautes épistémologiques, il y a eu des erreurs d'appréciation, mais la Covid compacte tout dans un rapport espace-temps qui a rien à voir avec la dimension du sida. C'est-à-dire que
on avait le temps, si je puis dire, d'avoir une récurrence, de revenir sur les données. Là, on n'a le temps de rien. Quand vous tapez sur PubMed le nombre d'articles qui ont été publiés médicaux, hein, depuis le début de la crise, en 15 mois, vous êtes à 70 000 articles. Donc, oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire, on est dans une dimension accélérée d'un processus qui a été beaucoup plus lent dans l'histoire du sida, mais effectivement, il y a des points communs, comme vous le dites, sur la causalité, sur les populations, sur les mécanismes, on découvre encore. Hein. Mais là, on est dans un phénomène accéléré. Et puis, on est parti comme pour le sida, si je puis dire, entre guillemets, on est parti de zéro. C'est-à-dire que là, on a cru qu'on avait un modèle qui était celui de la race, mais là, on est dans une maladie tout à fait nouvelle. Si je peux me permettre justement pour faire le lien par rapport à ce qui vient d'être dit sur Grmec, et je reviens par rapport à ce que vous disiez, Gilles, sur les réticences, les réactions que vous avez entendues quand vous vous êtes étonné du fait que de l'absence de philosophes ou d'économistes, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne de la philosophie ou de la philosophie des sciences au sein du conseil scientifique. En fait, parce que, je suis peut-être un peu confuse dans ma question, mais parce qu'à un moment donné, quand vous avez fait référence à l'article de Coste et Le Plège, etc., vous avez semblé un peu reprocher le fait de mêler l'épistémologie et l'éthique. Non, j'ai pas dit. Non, alors je me suis mal exprimé. Ouais, d'accord. Ce que j'ai dit et que j'ai lu et que d'autres ont dit, notamment ceux que vous citez, c'est que l'approche philosophique des sciences dans la Covid passe essentiellement par l'approche éthique. Ouais, d'accord, ok, on est d'accord. Okay. Ce que je veux dire, ça s'est réduit à un sous-ensemble. Parce que l'éthique, évidemment, nous a pris de plein fouet. Quand il y a eu le triage, quand il y a eu... Nous, on a été menacés, j'ai des internes qui ont été menacés de mort parce qu'on ne mettait pas les patients sous hydroxychloroquine. Donc, on était en permanence. Et puis, le débat sur l'interdiction des familles, sur les soins des morts, etc. Enfin, on a été dans une éthique permanente. Alors là, ça nous a rappelé les années du sida. Hein. Je me rappelle quand on discutait de combien de personnes en une réunion de conseil excusez-moi de vous parler avec un peu d'émotion parce que on avait des cellules de crise où on discutait de combien de personnes on allait tolérer dans la salle comment ça s'appelle la salle mortuaire. On devait décider combien de personnes de la famille on laissait rentrer autour du défunt. Donc voilà, je raconte dans mon bouquin, là, on était dans l'éthique permanente et on avait sur Sorbonne Université des équipes d'éthique, mais il n'y a pas eu de réflexion épistémologique au sens plus large. Voilà ce que je veux dire. Voilà, sur les sciences scientifiques, sur... C'est à ça que je voulais en venir, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est en particulier dans cet article de Coste, Le Plège, etc., c'est justement qu'ils articulent les deux, l'épistémologie et l'éthique, et que si on revient à des démarches du type de celle de Grmec, il y a aussi toute la réflexion historique et l'idée que c'est justement en partant d'une réflexion sur le temps long qu'on peut aussi... éclairé, enfin il fait bien la différence d'ailleurs, il dit bien, il s'agit pas, l'historien de la médecine n'est pas là pour faire des prophéties et pour dire quelle attitude adopter par rapport à une pandémie, mais néanmoins ça donne quand même un recul qui permet justement de sortir du temps de l'urgence et Bien sûr. du discours réactif, etc. Et puis surtout, ce qu'il montre dans ce livre, c'est que il faut appréhender les maladies du point de vue de leur évolution temporelle, mais aussi de manière diachronique, mais aussi de manière synchronique les unes par rapport aux autres, et donc penser en particulier le rapport entre les maladies épidémiques et les maladies chroniques, penser les maladies à l'intérieur d'un cadre qui est celui d'une culture, penser le rapport différent qu'on peut avoir aux maladies et à la mort selon les pays, selon enfin, vous en avez parlé, hein, les réactions, les attitudes et les politiques différentes qui ont pu être adoptées selon les cultures, selon les pays. Et donc du coup, je me demande si dans la réaction à laquelle vous avez été confrontés, il n'y a pas une grande méconnaissance finalement de ce que c'est que la philosophie et peut-être l'idée préconçue que faire appel à des philosophes, c'est forcément faire appel à des éthiciens et que du coup, c'est se condamner à des débats sans fin. Enfin, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, s'il n'y a pas une méconnaissance finalement. Parce que vous avez parlé de la philosophie des sciences, mais on peut dire aussi la philosophie de la médecine. Enfin, si on regarde par exemple
Moi, je suis sur la liste de diffusion du département d'histoire et de philosophie des sciences à Cambridge. Ils se sont emparés de questions autour du Covid, mais de la Covid, mais d'une manière vraiment, enfin, qui relève vraiment de l'histoire et de la philosophie des sciences et de la médecine. Et c'est pas juste un effet de mode ou c'est pas juste un discours convenu sur le soin, etc. C'est vraiment une réflexion sur les essais randomisés, enfin voilà, c'est très complet comme réflexion. Donc je me demande si ça vient pas aussi finalement aussi d'une méconnaissance de ce qu'est de ce qu'est aujourd'hui la philosophie des sciences et la philosophie de la médecine. Ben, je vais vous dire tout à fait. Moi, je suis d'une culture où j'ai appris un peu les sciences sociales parce que j'ai été confronté à la recherche sur le sida, parce que je me suis mis à. J'ai l'impression que je parle un peu, et je peux passer des réunions avec des anthropologues, avec des sociologues, etc. Mais c'est effectivement, quand je vois les réactions par rapport au staff que j'ai fait ce matin avec les étudiants en médecine, les internes, les PH, etc., j'avais l'impression de leur parler d'un autre monde, quoi. Mm. Non, c'est un peu désolant pour vous qui œuvrez justement pour le rapprochement entre la philosophie des sciences et les médecins, mais je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a beaucoup de boulot à faire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, justement, que finalement, il faut rendre grâce à Didier Raoult d'avoir fait rentrer, même s'il l'a mal fait, d'avoir fait rentrer la réflexion épistémologique. Il n'y a que lui qui a fait ça. Bah, ce qui est triste, c'est de voir que c'est fait uniquement du côté de l'instrumentalisation. Alors après, il y a des articles comme celui de Florian Kova, mais c'est vrai que c'est très minoritaire. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que les journalistes invitent toujours les mêmes philosophes médiatiques, entre guillemets, ou même indépendamment des philosophes médiatiques, n'invitent que des personnes qui vont parler, ce qui est intéressant aussi, mais c'est un point de vue sur la médecine, qui vont parler uniquement de soins, de questions éthiques, etc. Et pas du tout développer la réflexion historique ou la réflexion épistémologique, alors que ce qui est intéressant, c'est d'articuler les choses ensemble, en fait, et de montrer que les choses ne peuvent pas être dissociées les unes des autres. Ben parce que, voilà, ça c'est le problème, c'est que je n'ai pas les articles de Cambridge, mais remarque, je vous ai mis un petit message, je suis assez preneur, mais parce que j'aimerais bien continuer dans cette réflexion-là que vous m'avez initiée. Mais après, vous savez très bien, c'est que quand BHL passe pour dire qu'il y a une éthique du masque, une éthique du visage, à opposer au masque, moi j'ai essayé de passer des interviews à démonter ce truc-là en disant que ça n'avait ni de sens philosophique, ni de sens tout simplement de santé publique. Mais évidemment, vous avez compris que là, il y a un effet haut-parleur qui est tout à fait saisissant. L'éthique du visage. Opposer l'éthique du visage au masque. Mais excusez-moi, il n'y a aucune culture philosophique. En plus, je crois que BHL, enfin, Bernard Lévy, il connaît un peu l'épistémologie. Il pourrait quand même avoir un peu de prudence. Mais non, mais sauf que voilà, ça va dans le buzz et ça fait le buzz. Il faut lire, c'est L'éthique sans visage, David, de Stéphane Chauvier, c'est ça. L'éthique peut se penser sans visage. Ouais. Et alors voilà, donc du coup, moi je cherchais des formules. Alors il faut toujours passer une formule. Ben, je dis oui, c'est vrai que quand vous visitez une réanimation et que vous avez le même visage, parce qu'ils ont tous le même visage déformé par le fait qu'ils sont ventilés de ventre, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de l'éthique du visage. Donc voilà, c'était ma façon de répondre, mais bon, voilà, le débat ça répond pas à votre question, Claire. C'est-à-dire pourquoi je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas. Peut-être que voilà. Vous avez fait quelques tribunes, mais peut-être qu'il y aura un temps pour des tribunes qui soient justement des tribunes parce qu'il faut aussi le temps de la réflexion et que tout ça se pose un peu. Parce que voilà, on est dans la crise et là, les tribunes, on n'en peut plus des tribunes, quoi. Non, mais j'en ai signé plein, je crache pas dans la soupe, mais c'est plus les tribunes qui font avancer la pensée maintenant. Il faut que tout ça se pose, quoi. On n'a pas fini d'en reparler, hein, si vous acceptez. Je crois qu'il y avait Catherine qui souhaitait intervenir. Catherine, on ne vous entend pas encore. Question d'ignorante et pour demander un complément d'information. Vous avez évoqué la façon de faire de Raoult comme une forme de démarche inductive. Et la démarche inductive de Raoult, elle mène où?
elle mène au fait que l'hydroxychloroquine est le médicament, ou elle mène à une explication, fût-elle partielle, du mécanisme. Alors, ou du médicament, ou de la maladie, et où elles mènent son... Non, clairement, c'était, enfin, on est enregistré toujours là. Oui. D'accord. Oui. On va faire une version soft alors. Non, clairement, c'était une bonne hypothèse. Parce que l'idée du recycling, qui va de Galien à Raoult, c'est une bonne idée. Parce que par définition, d'ailleurs, la ZT, le premier traitement du sida, était un médicament qui avait déjà été testé dans le cancer. Donc, c'est pas quelque chose qui est choquant. Donc, en plus, c'est un médicament connu du monde entier. Moi aussi, j'en ai pris. Donc, avec une acceptabilité énorme, un coût quasiment proche de zéro, puisque c'est génériqué dans la plupart des pays, sauf en France, contrairement à ce qu'il dit. Le plaquenil n'est pas génériqué, mais il est vendu très peu cher. Et c'était une hypothèse, voilà, anti-inflammatoire et tout ça. Elle était très bonne, l'hypothèse. Le problème, c'est de s'accrocher à son hypothèse jusqu'à plus soif, qui est une problématique, et d'utiliser tous les arguments qui vont de complotisme contre complotisme, secte contre secte, méthodologiste contre empiriste, et finalement de continuer à abonder dans une explication rétroactive d'une démarche intuitive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça mène à ça, c'est-à-dire que, comme l'a dit Claire, c'est utilisé a posteriori pour essayer d'éclairer la démarche qui serait celle qui aurait été permis l'avènement du traitement miracle de la Covid. Je comprends bien le bénéfice méthodique. On ne vous entend pas bien, Catherine. Je comprends bien le bénéfice méthodique qu'il comptait en tirer, mais du point de vue de la compréhension qu'il a produit, ou qu'il a tenté de produire, ou de la maladie, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'il a apporté ce faisant comme vision de la maladie à travers l'utilisation des médicaments? Il s'est mouillé quand même un peu sur ce plan-là. Par rapport à l'utilisation de médicaments, strictement rien, parce que 99% de la communauté scientifique considère que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet démontré. D'ailleurs, il est prescrit. Il y a eu, on le sait parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par la NSM, l'Agence du médicament, et la Caisse d'assurance maladie, sur les prescriptions auprès de l'assurance maladie du plaquenil, qui est la marque de l'hydroxychloroquine. Et effectivement, au moment de l'effet d'annonce, je pourrais vous montrer la courbe, mais ce n'est pas le sujet, on a eu 7000% d'augmentation de la prescription en France, et pas seulement dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il y a eu un effet très fort, et tout ça est devenu totalement anecdotique et cantonné à certains cabinets, et à l'IHU de Marseille. Donc, il n'y a quasiment plus de prescription d'hydroxychloroquine en France, en dehors de ce que je viens de citer. Donc, sur le plan thérapeutique, non. Par contre, il faut reconnaître quand même un Raoult d'avoir eu, parce que c'était aussi son point fort, d'avoir eu des intuitions dont on a moins parlé, mais qui étaient justes, notamment l'intuition sur l'importance du dépistage. Et l'importance, même si après, c'est broyé dans une course en avant, comme ça, effréné pour avoir raison, et continuer à avoir raison. Mais la position qu'il a eue par rapport à l'importance du dépistage, ce qu'ils ont fait à l'IHU de Marseille sur dépister très tôt, massivement et tout ça, ils avaient raison. Ils avaient raison. Ils ont eu raison aussi sur la génomique, sur le fait que leur capacité leur permettait de faire le génome du SARS-CoV, même si après, ça devient leur truc, et comme par hasard, il y a des variants marseillais qu'on ne connaît qu'à Marseille. Enfin, bon. Après, il y a la dérive, mais sur le dépistage et sur le criblage et la génomique, globalement, ils sont dans le sens de l'histoire. Donc, voilà. Mais l'hydroxychloroquine, on verra ce qu'il en reste. Hein. On dit toujours que lui-même le dit d'ailleurs, hein, c'est le temps qui décidera. Bah, je ne suis pas inquiet de ce que le temps va décider par rapport à l'hydroxychloroquine. J'ai répondu à votre question, Catherine?
Oui. Mais je pense, Catherine, Je ne suis aussi. pas spécialiste de Raoult. Hein. Il y a plein de livres qui vont sortir. Hein. Tranquillise. Je veux dire que à aucun moment il n'a produit une interprétation, des interprétations du mécanisme de la maladie. Il a par induction posé l'hydroxychloroquine comme la panacée, mais pour cela, il a bien dû dire ça marche comme ça ou ça marche autrement. En fait, moi, l'impression que j'ai, mais je me trompe peut-être, hein, c'est que l'argument, c'était de dire, étant donné l'urgence de la situation, ça marche sur certains. Donc on n'a pas besoin de faire, enfin, passer par la méthodologie des essais cliniques ne serait pas éthique. Il me semble que c'était ça l'argument, Gilles, non? Enfin, c'était de dire ça. Mhm. Donc Ouais. finalement, chercher à accéder à la connaissance des causes n'est pas la priorité. La priorité, c'est de guérir. On a un remède qui marche dans certains cas. Utilisons-le. Mais d'ailleurs, il ne dit plus guérir, il dit quand on s'occupe des gens. Donc en fait, on donne quelque chose aux gens et ça voilà. Voilà. Ils sont contents. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on connaît ça. Hein. Ouais. Et en particulier à Marseille, au moment de la peste de Marseille, Ah oui. où il y avait aussi des figures comme ça de charlatans qui prétendaient posséder des remèdes miracles. Donc moi, je me demande aussi s'il n'y a pas aussi des querelles qui sont un peu liées à des oppositions Paris-Province. Enfin, Si, c'est très prégnant ouais. dans le discours. Mais Mm. il y a cette fameuse phrase là, on ne va pas faire tout sur Diderot, mais cette fameuse phrase devant la commission d'enquête parlementaire. Nous, à Marseille, on comptait les cas, à Paris, on comptait les morts. De mémoire. Mais c'est ça, je crois. Oui, c'est pour ça qu'il faut sortir de ça. Dans notre communauté d'infectiologues, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'infectiologues à Marseille. Et il y a des bons. Mais Marseille ne se réduit pas à l'IHU. On a découvert ça avec la deuxième vague. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, l'IHU, c'est 75 lits. La Timone, c'est 1000 lits. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre que là, il y a eu une focalisation pendant la première vague liée à la personne sur une structure qui est certes une très grosse structure de recherche, mais qui est toute une petite structure de soins. 75 lits, c'est rien du tout, quoi. 75 lits, c'est le service de la pitié plus le bien, quoi. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? David? Non, pas de questions de mon côté. Merci beaucoup, Gilles Pialou, c'était passionnant. Eh ben, je suis ravi que vous m'ayez fait faire ce plaisir. Merci de nous avoir consacré tout ce temps. Non, il n'y a pas de souci. Un emploi du temps qu'on imagine bien rempli. Oui, mais c'est bien de s'aérer. Regarde la philo le soir, c'est bien. Alors, il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup aussi à Pierre Pellegrin. Et donc, merci à vous de nous avoir invités. On espère qu'on va continuer à échanger sur ces sujets. Voir à écrire. Voilà, ce serait l'objectif. Il y a de quoi faire, je crois. Un article de fond et de réflexion. Voilà. À bientôt. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.